Pendant des décennies, la science a maintenu une croyance fondamentale sur le cerveau humain. Cette croyance allait être complètement bouleversée par une découverte révolutionnaire. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était figé une fois formé. Selon cette vision traditionnelle, le cerveau adulte était considéré comme une structure immuable, incapable de changement significatif. Cette conception limitait notre compréhension des capacités d'adaptation et de récupération du cerveau. Mais les neurosciences allaient révéler une réalité bien différente. Cependant, une révolution silencieuse était en marche. Les recherches en neurosciences ont commencé à révéler des découvertes qui allaient complètement transformer notre vision du cerveau. La plasticité cérébrale a révélé que le cerveau a la capacité extraordinaire de se modifier en fonction de l'expérience, de l'environnement et des apprentissages. Cette capacité de modification se manifeste de trois façons principales. Le cerveau se transforme selon nos expériences vécues, s'adapte aux changements de notre environnement et évolue continuellement grâce à nos apprentissages. La plasticité n'est pas une exception, mais plutôt la règle. Cette découverte offre une nouvelle perspective révolutionnaire sur la capacité d'adaptation du cerveau tout au long de la vie. Cette révolution silencieuse dans la compréhension du cerveau ouvre des perspectives extraordinaires pour l'éducation, la thérapie et le développement personnel. Le cerveau n'est plus perçu comme une machine figée, mais comme un organe vivant en constante évolution. La plasticité cérébrale représente l'une des découvertes les plus fascinantes des neurosciences modernes. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? La plasticité cérébrale, également appelée neuroplasticité, est la capacité remarquable du cerveau à se réorganiser structurellement et fonctionnellement en réponse à des stimulations internes ou externes. Imaginez le cerveau comme un réseau dynamique de connexions qui peuvent se former, se renforcer ou se réorganiser selon nos expériences et nos besoins. Les neuroscientifiques distinguent trois types principaux de plasticité cérébrale, chacun intervenant à des moments différents de notre vie. Premièrement, la plasticité développementale. Chez l'enfant, le cerveau est dans une phase de construction intensive, formant massivement de nouvelles connexions neuronales pour s'adapter à l'environnement. Deuxièmement, la plasticité adaptative. Chez l'adulte, bien que moins intense, le cerveau conserve sa capacité à s'adapter aux changements environnementaux et aux nouvelles expériences. Troisièmement, la plasticité réparatrice. Après une lésion cérébrale, le cerveau peut réorganiser ses circuits pour compenser les déficits et retrouver certaines fonctions perdues. Un exemple célèbre illustre parfaitement cette plasticité adaptative, l'étude des chauffeurs de taxi londoniens. Les chercheurs ont découvert que l'hippocampe postérieur, la région du cerveau responsable de la mémoire spatiale, est significativement plus développée chez les chauffeurs de taxi expérimentés. Cette étude révolutionnaire a montré que plus un chauffeur avait d'expérience, plus cette région cérébrale était volumineuse, démontrant ainsi la capacité du cerveau adulte à se modifier en fonction de l'usage. Cette découverte fondamentale nous montre que notre cerveau n'est pas figé, mais reste malléable tout au long de notre vie, s'adaptant constamment à nos expériences et à nos besoins. La plasticité cérébrale repose sur 5 mécanismes neurobiologiques fondamentaux qui permettent au cerveau de se modifier et de s'adapter tout au long de la vie. Le premier mécanisme est la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Ce processus se produit principalement dans l'hippocampe, une région cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Le deuxième mécanisme est la synaptogénèse, qui correspond à la formation de nouvelles connexions synaptiques entre les neurones. Ces nouvelles connexions permettent l'établissement de nouveaux circuits neuronaux. Le troisième mécanisme est l'élagage synaptique, un processus d'élimination des connexions synaptiques inutiles ou peu utilisées. Ce mécanisme permet d'optimiser l'efficacité des circuits neuronaux. Le quatrième mécanisme est la potentialisation à long terme, ou LTP. Il s'agit du renforcement durable de la transmission synaptique, un processus fondamental pour l'apprentissage et la formation de la mémoire. Enfin, le cinquième mécanisme est la myélinisation, qui consiste en la formation de gaines de myéline autour des axones.
Cette gaine isolante optimise la vitesse et l'efficacité de la transmission des signaux électriques dans le système nerveux. Ces 5 mécanismes neurobiologiques travaillent ensemble de manière coordonnée pour permettre la plasticité cérébrale. Ils constituent les fondements biologiques de notre capacité d'apprentissage et d'adaptation tout au long de la vie. Les émotions ne sont pas simplement des réactions subjectives. Elles constituent des forces biologiques puissantes qui sculptent littéralement notre cerveau. Découvrons comment les émotions influencent profondément la plasticité cérébrale. La dopamine, souvent appelée neurotransmetteur du plaisir, joue un rôle fondamental dans l'apprentissage. Lorsque nous accomplissons une tâche ou atteignons un objectif, la libération de dopamine renforce les connexions neuronales impliquées, créant un système de récompense naturel. À l'opposé, le stress chronique exerce des effets dévastateurs sur la plasticité cérébrale. Le cortisol, hormone du stress, peut littéralement atrophier l'hippocampe, cette région cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Cette atrophie réduit notre capacité à former de nouveaux souvenirs et à apprendre efficacement. Les mécanismes neurobiologiques sous-jacents sont complexes. Les émotions positives activent le système de récompense dopaminergique, favorisant la potentialisation à long terme des synapses. Les émotions négatives, particulièrement le stress, activent l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, libérant du cortisol qui inhibe la croissance neuronale. Ces découvertes ont des implications pratiques majeures. Pour optimiser la plasticité cérébrale, il est essentiel de créer un environnement émotionnel favorable, réduire le stress, cultiver les émotions positives et maintenir un équilibre entre défis et soutien. La gestion émotionnelle devient ainsi un outil puissant pour l'apprentissage. En conclusion, les émotions ne sont pas des obstacles à l'apprentissage, mais des régulateurs puissants de la plasticité cérébrale. Comprendre et maîtriser cette dimension émotionnelle ouvre la voie à des stratégies d'apprentissage plus efficaces et à une meilleure santé cognitive. La plasticité cérébrale, bien qu'essentielle à l'apprentissage et à l'adaptation, présente également des limites importantes. Un cerveau excessivement plastique peut paradoxalement devenir source de vulnérabilité et d'instabilité. Premier problème majeur, l'instabilité des connaissances. Lorsque le cerveau est trop plastique, il a des difficultés à stabiliser et consolider les informations apprises. Dans un cerveau trop plastique, les connexions neuronales se forment et se défont constamment, empêchant la consolidation stable des apprentissages. Les connaissances deviennent fragiles et temporaires. Deuxième problème critique, la vulnérabilité aux influences externes. Un cerveau hyperplastique devient particulièrement sensible aux manipulations et aux traumatismes répétés. Cette vulnérabilité s'explique par la nature même de la plasticité. Comme le montre cette illustration, il existe différents types de plasticité cérébrale, chacun avec ses propres risques d'instabilité. Dans certaines conditions pathologiques, comme les psychoses, cette plasticité excessive peut dérégler les circuits neuronaux responsables de la perception de la réalité, créant des distorsions cognitives majeures. La solution réside dans la recherche d'un équilibre optimal entre plasticité et stabilité. Un cerveau sain doit être suffisamment plastique pour s'adapter, mais assez stable pour maintenir ses acquis et sa cohérence cognitive. Comprendre ces limites est essentiel pour développer des approches thérapeutiques et éducatives qui maximisent les bénéfices de la plasticité tout en préservant la stabilité cognitive nécessaire au bon fonctionnement mental. La plasticité cérébrale n'est pas accessible de manière égale à tous les individus. Les conditions socio-économiques et environnementales créent des inégalités profondes dans le développement neurologique. Pour comprendre ces inégalités, examinons d'abord les différents types de plasticité cérébrale. La plasticité structurelle et fonctionnelle sont toutes deux affectées par l'environnement dans lequel grandit un enfant. Cette comparaison frappante illustre l'impact dramatique de la pauvreté sur le développement cérébral. Le cerveau d'un enfant issu d'un milieu défavorisé présente des différences structurelles significatives par rapport à celui d'un enfant privilégié. La négligence sous toutes ses formes entrave le développement cérébral. L'exposition limitée au langage, au toucher et aux interactions sociales, ainsi que la négligence émotionnelle provoquent des changements structurels durables dans le cerveau.
Visualisons concrètement ces différences. Dans un environnement privilégié, les connexions neuronales se forment de manière dense et complexe, créant un réseau riche qui favorise l'apprentissage et la mémorisation. En revanche, dans un environnement défavorisé, les connexions neuronales sont clairsemées et fragiles. Le manque de stimulation réduit drastiquement la formation de synapses, limitant les capacités cognitives futures. L'aire préfrontale, cruciale pour les fonctions exécutives, est particulièrement affectée. Cette région, responsable de la concentration, de la planification et du contrôle des impulsions, se développe moins efficacement dans des conditions défavorables. Ces inégalités neurobiologiques se traduisent directement par des inégalités scolaires. Les enfants issus de milieux défavorisés éprouvent plus de difficultés à se concentrer, à mémoriser et à traiter l'information complexe, créant un cercle vicieux d'échecs scolaires. Il est crucial de comprendre que ces différences ne sont pas une fatalité. La plasticité cérébrale offre des possibilités de récupération et d'amélioration, mais cela nécessite des interventions précoces et ciblées pour compenser les désavantages environnementaux. La neuroéducation représente une révolution pédagogique qui s'appuie sur les découvertes en neurosciences pour optimiser l'apprentissage. Cette approche utilise directement les principes de la plasticité cérébrale pour transformer nos méthodes d'enseignement. La neuroéducation se définit comme l'application des connaissances sur le fonctionnement du cerveau aux pratiques éducatives. Elle exploite la capacité naturelle du cerveau à se réorganiser pour créer des environnements d'apprentissage plus efficaces. Le premier principe fondamental de la neuroéducation est la diversification des modalités pédagogiques. Le cerveau traite l'information par différents canaux sensoriels et activer plusieurs de ces canaux simultanément renforce la formation des réseaux neuronaux. Cette approche multimodale active différentes régions cérébrales simultanément, créant des connexions plus robustes et durables. Par exemple, apprendre un concept mathématique en le visualisant, en l'entendant expliquer et en le manipulant concrètement. Le deuxième principe clé est la répétition espacée. Cette technique exploite la courbe de l'oubli découverte par Hermann Ebbinghaus pour optimiser la rétention à long terme. Cette courbe montre comment notre cerveau oublie naturellement l'information au fil du temps. Cependant, en révisant le contenu à des intervalles stratégiques, nous pouvons considérablement améliorer la rétention et renforcer les connexions synaptiques. Le troisième principe fondamental est la mise en pratique active. Contrairement à l'apprentissage passif, l'engagement actif stimule la neuroplasticité en créant des défis cognitifs qui forcent à s'adapter et à se réorganiser. L'apprentissage actif génère une activité neuronale plus intense et diversifiée, favorisant la formation de nouvelles synapses et le renforcement des circuits existants. Cette approche est particulièrement efficace pour développer les compétences de résolution de problèmes. Le quatrième principe essentiel concerne l'introduction de moments de repos pour la consolidation des réseaux neuronaux. Le cerveau a besoin de périodes de récupération pour intégrer et stabiliser les nouvelles informations. Pendant le sommeil et les pauses, le cerveau consolide activement les apprentissages. Les connexions synaptiques se renforcent, les informations importantes sont transférées vers la mémoire à long terme et les réseaux neuronaux s'optimisent. Ces 4 principes se traduisent par des applications concrètes en classe. Les enseignants peuvent créer des séquences d'apprentissage qui alternent différentes modalités, intègrent des révisions espacées, favorisent l'engagement actif des élèves et respectent les rythmes biologiques. La neuroéducation transforme ainsi l'enseignement en s'appuyant sur la science du cerveau. Elle offre des outils concrets pour optimiser l'apprentissage en respectant les mécanismes naturels de la plasticité cérébrale, ouvrant la voie à une pédagogie plus efficace et adaptée au fonctionnement neuronal. En neuropsychologie, la plasticité cérébrale représente un espoir majeur pour la récupération après des lésions cérébrales. Cette capacité d'adaptation du cerveau est exploitée dans diverses approches thérapeutiques. Après un accident vasculaire cérébral, le cerveau déclenche une cascade d'événements neurobiologiques. Les zones non lésées peuvent se réorganiser pour compenser les déficits, permettant une récupération progressive des fonctions motrices, langagières et cognitives.
Les traumatismes crâniens provoquent souvent des lésions diffuses affectant multiples fonctions cognitives. La neuroplasticité permet au cerveau de développer de nouvelles voies de communication pour contourner les zones endommagées. La stimulation magnétique transcrânienne utilise des champs magnétiques pulsés pour stimuler spécifiquement certaines zones du cerveau. Cette technique peut réactiver des circuits neuronaux endommagés et favoriser la formation de nouvelles connexions. Le cerveau développe plusieurs mécanismes de compensation. Les zones saines peuvent prendre en charge les fonctions des zones lésées, de nouvelles connexions se forment et l'architecture neuronale se réorganise pour optimiser la récupération fonctionnelle. Les recherches en neuropsychologie montrent des résultats encourageants. La réhabilitation basée sur la plasticité cérébrale permet une amélioration significative des fonctions motrices, cognitives et langagières, particulièrement lorsque l'intervention est précoce et intensive. En conclusion, l'application de la plasticité cérébrale en neuropsychologie représente une révolution thérapeutique, offrant de nouveaux espoirs de récupération pour les patients atteints de lésions cérébrales. Le coaching moderne s'appuie désormais sur les découvertes en neuroplasticité pour transformer les approches d'apprentissage et de développement personnel. Cette section explore comment la compréhension du cerveau plastique révolutionne les pratiques de coaching. Le coaching basé sur la neuroplasticité révolutionne l'accompagnement en s'appuyant sur 4 principes fondamentaux. D'abord, comprendre comment le cerveau apprend et se modifie. Ensuite, identifier les patterns neuronaux qui limitent les performances, puis créer de nouveaux circuits neuronaux plus efficaces. Enfin, optimiser durablement les performances grâce à ces nouvelles connexions. Les croyances limitantes représentent un véritable frein neurologique. Elles créent des circuits neuronaux rigides qui empêchent l'apprentissage et limitent les performances. Le coaching moderne utilise la neuroplasticité pour identifier ces patterns destructeurs et les transformer en nouvelles connexions neuronales positives et performantes. La réactivation des réseaux d'apprentissage suit un processus neurologique précis. Comme le montre ce schéma, les patterns de comportement répétés deviennent automatiques grâce au renforcement des connexions synaptiques. Le coaching exploite ce mécanisme en créant de nouvelles habitudes cognitives par la répétition consciente et structurée. Le cerveau émotionnel joue un rôle crucial dans le coaching. Les émotions influencent directement la plasticité neuronale. Les émotions positives stimulent la production de dopamine, neurotransmetteur essentiel à l'apprentissage. Le coaching efficace crée donc un environnement émotionnel favorable qui optimise les capacités de changement du cerveau. L'instauration de routines cognitives et émotionnelles constitue le cœur du coaching basé sur la neuroplasticité. Les routines cognitives développent des techniques de réflexion, des stratégies de résolution et des méthodes d'analyse. Les routines émotionnelles travaillent sur la gestion du stress, la régulation émotionnelle et la motivation positive. Cette synergie optimise les performances grâce à la plasticité cérébrale. Les applications pratiques du coaching neuroplastique se déclinent en 2 domaines principaux. En coaching scolaire, on développe des stratégies d'apprentissage personnalisées, on améliore la concentration et la mémoire, on gère le stress des examens et on renforce la confiance en soi. En coaching professionnel, on travaille sur le leadership, l'adaptation au changement, la communication efficace et la gestion d'équipe. Cette approche garantit des changements durables, une amélioration mesurable et une adaptation personnalisée grâce à la neuroplasticité. Le coaching basé sur la neuroplasticité représente une révolution dans l'accompagnement personnel et professionnel. En comprenant et en exploitant la capacité naturelle du cerveau à se transformer, cette approche offre des outils puissants pour surmonter les limitations, développer de nouvelles compétences et optimiser durablement les performances. Les troubles neurodéveloppementaux, ou TND, touchent entre 10 et 15% des enfants en France. Ces troubles affectent le développement du système nerveux et peuvent impacter l'apprentissage, la communication et le comportement. Les TND incluent l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages comme la dyslexie
et les déficiences intellectuelles. Chaque trouble présente des défis uniques pour le développement cérébral. Traditionnellement, on pensait que ces troubles étaient figés et immuables, mais la découverte de la neuroplasticité a révolutionné notre compréhension. Le cerveau peut se réorganiser et créer de nouvelles connexions pour compenser les déficits. La neuroplasticité offre deux types de compensation pour les TND. La plasticité structurelle, qui implique la formation de nouveaux neurones et connexions, et la plasticité fonctionnelle, qui permet la réorganisation des circuits existants. Voici comment fonctionne la compensation neuroplastique dans les TND. À gauche, nous voyons un réseau neuronal avec des connexions perturbées, typiques de certains troubles neurodéveloppementaux. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut développer des voies alternatives. De nouvelles connexions se forment pour contourner les zones déficientes, permettant une compensation fonctionnelle remarquable. Les interventions ciblées exploitent cette capacité de réorganisation. L'entraînement cognitif intensif, les thérapies comportementales et les approches multisensorielles stimulent la formation de nouvelles connexions neuronales. Les résultats sont encourageants. Des études montrent que les enfants avec TND qui bénéficient d'interventions précoces et intensives développent de meilleures capacités d'adaptation grâce à la réorganisation de leurs circuits cérébraux. L'avenir de la prise en charge des TND repose sur une approche personnalisée. En comprenant les patterns spécifiques de chaque individu, nous pouvons développer des interventions sur mesure qui maximisent le potentiel de neuroplasticité. La neuroplasticité transforme notre vision des troubles neurodéveloppementaux. Elle nous montre que le cerveau n'est pas figé, mais capable d'adaptation et de compensation remarquables, offrant de l'espoir et de nouvelles possibilités thérapeutiques. Le mode de vie que nous adoptons au quotidien exerce une influence profonde et directe sur la plasticité de notre cerveau. Chaque choix que nous faisons, notre sommeil, notre activité physique, notre alimentation, façonne littéralement la structure et le fonctionnement de nos neurones. Observons d'abord comment un mode de vie sain maintient un réseau neuronal robuste avec des connexions synaptiques fortes et efficaces. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la plasticité cérébrale. Pendant que nous dormons, notre cerveau consolide les apprentissages de la journée, élimine les déchets métaboliques et renforce les connexions synaptiques importantes. À l'inverse, le manque de sommeil réduit drastiquement la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, diminuant la plasticité de près de 40% selon les études récentes. L'activité physique transforme littéralement notre cerveau. Cette image révèle l'impact spectaculaire de seulement 20 minutes de marche sur l'activation cérébrale, avec une augmentation massive de l'activité neuronale. L'exercice stimule la production de BDNF, le facteur de croissance dérivé du cerveau, favorise la création de nouveaux neurones et améliore la vascularisation cérébrale, créant un environnement optimal pour la plasticité. Une alimentation équilibrée fournit les nutriments essentiels à la plasticité cérébrale. Les oméga-3 maintiennent la fluidité des membranes neuronales, les antioxydants protègent contre le stress oxydatif et les vitamines B participent à la synthèse des neurotransmetteurs. À l'inverse, une alimentation riche en sucres raffinés et en graisses trans provoque une inflammation chronique qui entrave la formation de nouvelles connexions neuronales. Le stress chronique libère du cortisol, qui endommage l'hippocampe et réduit la neurogenèse. Heureusement, des techniques comme la méditation, l'exercice et le maintien de relations sociales peuvent contrecarrer ces effets néfastes. Cette comparaison illustre l'impact dramatique du mode de vie sur la plasticité cérébrale. Un mode de vie sain maintient des connexions neuronales robustes, tandis qu'un mode de vie malsain les affaiblit considérablement. Pour optimiser votre plasticité cérébrale, adoptez ces habitudes fondamentales. Un sommeil suffisant, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et une gestion efficace du stress. Ces choix quotidiens façonnent littéralement votre cerveau et votre capacité d'apprentissage. Rappelez-vous, chaque choix de mode de vie est un sculpteur qui façonne votre cerveau. En adoptant des habitudes saines, vous investissez dans votre capacité d'adaptation et d'apprentissage pour toute la vie. L'engagement émotionnel joue un rôle fondamental dans la plasticité cérébrale.
Les émotions positives ne sont pas simplement des états agréables, elles constituent de véritables catalyseurs neurobiologiques qui transforment notre capacité d'apprentissage. Lorsque nous ressentons des émotions positives pendant l'apprentissage, plusieurs régions cérébrales s'activent en synergie. L'amygdale traite les émotions, l'hippocampe consolide les souvenirs et le cortex préfrontal coordonne les fonctions exécutives. Les émotions positives déclenchent la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, créant un circuit de récompense qui renforce les connexions neuronales. Cette cascade neurochimique transforme littéralement la structure de notre cerveau. Les endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, jouent un rôle crucial dans ce processus. Elles renforcent la motivation, facilitent la mémorisation et créent des associations positives avec l'apprentissage, transformant chaque expérience éducative en opportunité de croissance neuronale. La différence est frappante. Un apprentissage neutre génère peu de connexions neuronales et une rétention limitée. En revanche, un apprentissage émotionnellement engageant crée un réseau dense de connexions renforcées, garantissant une mémorisation durable et une compréhension profonde. Pour maximiser l'engagement émotionnel, plusieurs stratégies s'avèrent particulièrement efficaces. Créer des connexions personnelles avec le contenu, utiliser la gamification, favoriser l'apprentissage collaboratif, encourager la créativité et célébrer les réussites transforment l'apprentissage en expérience enrichissante. En conclusion, l'engagement émotionnel agit comme un véritable catalyseur de la plasticité cérébrale. Les émotions positives créent un environnement neurochimique optimal qui renforce les connexions, améliore la mémorisation et maintient la motivation, démontrant que l'apprentissage le plus efficace est celui qui touche autant le cœur que l'esprit. Les thérapies combinées représentent une approche révolutionnaire qui associe différentes interventions pour maximiser les effets de la neuroplasticité. Cette stratégie intégrative permet de stimuler le cerveau de manière synergique. 3 approches principales peuvent être combinées de manière synergique: la rééducation cognitive, la stimulation cérébrale non invasive et l'entraînement physique adapté. Ces approches ne fonctionnent pas de manière isolée, mais créent des effets synergiques. La rééducation cognitive stimule les circuits neuronaux, la stimulation cérébrale facilite la plasticité et l'exercice physique favorise la neurogenèse. Pour comprendre comment ces thérapies agissent ensemble, examinons les mécanismes de neuroplasticité structurelle et fonctionnelle qu'elles stimulent. La neuroplasticité structurelle implique la formation de nouveaux neurones et connexions synaptiques grâce à l'apprentissage. La neuroplasticité fonctionnelle permet la réorganisation des circuits après une lésion où de nouveaux neurones forment des connexions pour récupérer les fonctions perdues. En pratique clinique, plusieurs combinaisons thérapeutiques ont démontré leur efficacité. Par exemple, associer la stimulation magnétique transcrânienne avec des exercices cognitifs spécifiques ou combiner l'entraînement physique avec des tâches de mémoire. Un exemple concret est la thérapie de stimulation cognitive, ou CST, qui a démontré des bénéfices significatifs pour la cognition chez les personnes atteintes de démence légère à modérée, avec des effets comparables aux inhibiteurs de cholinesterase. Les thérapies combinées offrent plusieurs avantages. Elles ciblent différents mécanismes neurobiologiques simultanément, augmentent l'engagement du patient et permettent une personnalisation du traitement selon les besoins spécifiques. Cette approche intégrative représente l'avenir de la réhabilitation neurologique, offrant des perspectives prometteuses pour maximiser la récupération fonctionnelle et l'amélioration des capacités cognitives grâce à la synergie des différentes interventions. La plasticité cérébrale représente un formidable espoir pour les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral. Cette capacité du cerveau à se réorganiser offre des perspectives de récupération fonctionnelle même après des lésions importantes. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque l'irrigation sanguine d'une partie du cerveau est interrompue, soit par un caillot sanguin dans le cas d'un AVC ischémique, soit par une rupture de vaisseau dans le cas d'un AVC hémorragique. Les conséquences d'un AVC dépendent de la zone cérébrale affectée. Une lésion peut impacter les fonctions motrices, le langage,
la sensation ou la marche, créant des déficits fonctionnels importants. Heureusement, le cerveau possède une capacité remarquable de réorganisation. La neuroplasticité permet aux zones cérébrales saines de compenser les fonctions perdues en créant de nouvelles connexions neuronales. La récupération après un AVC se déroule en plusieurs phases. La récupération spontanée survient dans les premiers mois, mais la rééducation active et la stimulation ciblée peuvent considérablement améliorer les résultats fonctionnels. La rééducation post-AVC comprend des exercices spécifiques pour stimuler la neuroplasticité. Ces exercices ciblent les fonctions motrices, cognitives et sensorielles, permettant au cerveau de développer de nouvelles stratégies compensatoires. Les nouvelles technologies révolutionnent la rééducation post-AVC. La stimulation magnétique transcrânienne, la réalité virtuelle et les interfaces cerveau-machine ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques en stimulant directement la plasticité cérébrale. Le succès de la récupération dépend de plusieurs facteurs clés: la précocité de la prise en charge, l'intensité de la rééducation, la motivation du patient et le soutien de l'entourage. La plasticité cérébrale nous enseigne que le cerveau conserve sa capacité d'adaptation tout au long de la vie, offrant un véritable espoir de récupération, même des années après un AVC.